Je suis une artiste plasticienne et j'ai plusieurs démarches de recherche de terrain Mhm. avec des collectifs. Je suis venue quasiment une fois par mois depuis plus d'un an. Un suivi photographique des haies. Et surtout celles qui regardent comment les ressources sont allouées à l'intérieur d'un espace qui est plus ou moins naturel. Alors moi j'ai une vraie spécialité des milieux qui sont très contraints par les activités anthropiques. Si pour nous ça a été un terrain de jeu dans lequel on a pu développer des choses qui sont de la science participative, parce que faire de la science participative ça permet de collecter des données qui sont paradoxalement plus fiable et surtout en beaucoup plus grande quantité que quand je les collecte toute seule. On a exploité ça pour recueillir des données sur la manière dont l'implantation du verger a modifié ce qui se passait dans cet espace. Ce verger, il a été planté avec une idée agroécologique, c'est-à-dire que c'est aussi un champ expérimental parce qu'il y a 3 types d'agroécologie qui sont faites. Des arbres qui sont tout seuls, normal, des arbres qui sont avec des espèces compagnes, qui vont à terme leur apporter de la matière organique, mais au début ça va leur piquer un peu de flotte, un peu de ressources. Donc on cherche à voir où est-ce qu'elle se situe la balance, à quel moment ça devient intéressant, ou à quel moment il ne faut pas le faire. Voilà, ça c'est exploratoire en agroécologie. Et la troisième modalité, c'est de mettre des plantes qui apportent de l'engrais naturel, de l'azote. L'idée c'est de voir à quel moment ces plantes-là, elles sont super trop compétitives et elles concurrencent les abricotiers et on n'a pas d'abricots. Ou alors à quel moment ces plantes-là, elles fixent l'azote et donc du coup l'abricotier il en profite par effet d'opportunité. Et rester dans cet espace-là, une friche sauvage, une friche urbaine, c'est des milieux qu'il faut absolument garder en ville, les friches, parce que c'est des réservoirs de biodiversité bien particulière. Donc avoir un verger et sa biodiversité, c'est bien, mais si on arrive à garder de la friche, c'est top. Et un effet qu'on a déjà vu, qui est super positif, c'est qu'il y a énormément d'espèces de la friche sauvage qui sont venues percoler et se trouver une petite place au milieu du verger. Auprès des haies, un peu tout autour du verger. Écoutez, les yeux fermés, parce que sinon on entend moins de choses. Donc voilà, il faut bien fermer les yeux, prendre le temps d'écouter les bruits qu'il y a autour et les dessiner à l'aveugle. Donc voilà, à vous de voir comment, si c'est au fur et à mesure du temps, si vous vous placez au milieu de la feuille et que vous mettez les sons autour, enfin vous organisez votre feuille comme vous voulez. L'idée c'est de venir compléter cette carte. Il faut placer nos dessins en fonction de où on a entendu les sons autour des haies. Là c'est l'exercice sur le toucher, on se disperse le long des haies en binôme et puis une fois qu'on a choisi un petit tronçon de haie, une des deux personnes ferme les yeux, l'autre prend la main de la personne et l'invite à toucher à chaque fois un élément. Après qu'on ait touché cet élément, on note un mot sur un post-it, on referme les yeux, on se déplace peut-être un peu, on touche un autre. Chacun fait 3 fois l'exercice. On note un mot en lien avec les sensations. On n'essaye pas d'identifier ce qu'on touche. On a fait un peu le tour des haies du verger depuis l'intérieur du verger. Et là, cet après-midi, l'idée, c'est de sortir et d'aller étendre un peu ces limites du verger, voir comment il a des échos en dehors, dans les espaces autour. Donc, on va faire 4 haltes autour du verger, voilà, vous allez voir au cours de la balade, avec des interventions de Caroline pour la partie histoire et Véronique pour plein d'informations botaniques et peut-être sur des questions de faune aussi. On verra en fonction des lieux et puis des petits exercices aussi à nouveau d'écoute et de dessin en fonction des endroits. On se concentre sur les limites de ce verger et les relations que le verger entretient avec ses voisins. On ferme les yeux et on dessine, alors ça n'a pas à être figuratif du tout, on dessine ce qu'on entend. Nous sommes sur la limite est de la Bastide. Là c'est le cadastre napoléonien. Donc, qui date, on l'appelle comme ça, mais c'est parce que c'est Napoléon qui l'a ordonné. Et après, ça s'est fait sur une vingtaine d'années, en fait, même plus parfois. Donc, c'est 1820. Et donc là, c'est donc la Bastide sur laquelle est installé le verger, la Bastide d'Essuard, devenue allemande. Je vais vous montrer une petite reconstitution que j'avais faite rapidement, qui est donc avec les numéros de parcelles. Après, j'ai le registre du cadastre qui me dit, là, c'est des bois de pin, là, c'est une terre labourable, là, alors tout ce qui est en rose, c'est les maisons, etc. Donc, j'ai l'usage de la terre. Et donc, partout là, c'était de la vigne. Ce qu'on a écouté avec Claire,
c'est la L2, très révélateur de la façon dont ces grands terrains bastidaires agricoles qui étaient tout autour de Marseille ont été utilisés à partir des années 30, mais surtout après la Seconde Guerre, 45, 50, 60. Ça a été des unités d'aménagement. C'est 1926, donc on est... ça, donc c'est je crois que c'est 23 même. Donc là, vous reconnaissez le petit chemin. Les habitants se sont mobilisés. Donc il y a eu une pétition, une mobilisation des riverains pour obtenir essentiellement que la L2 soit couverte en partie et arborée, végétalisée. Et après, il restait le petit verger, qui était un abandonné, un délaissé, une terre inutilisable, trop coincée entre l'urbain et l'infrastructure. Et du coup, voilà, ça reste impossible. Hein, c'est impossible. On a des trucs qui sont pas... Ouais, c'est local, mais en même temps, bof. Et puis après, tu as ce vaste espace-là qui est complètement engazonné, qu'il faut arbourer à tout prix, partout. Je suis pas convaincue. Est-ce qu'il faut végétaliser? Oui. Est-ce qu'il faut naturer? Oui, à 100%. Après, je trouve que la renaturation ici, elle a été faite relativement correctement. La pelouse, elle est moche, elle est pas bête. C'est de l'herbe, ça permet qu'il y ait une porosité au niveau des racines et que l'eau s'infiltre. Ça permet d'éviter qu'il y ait tout le substrat qui ruisselle en aval. Voilà, avoir un espace, c'est pas forcément un jardin anglais, c'est pas forcément une pelouse anglaise. Et du coup, moi, ça me plaît en tant que... C'est moche, mais ça me plaît. Vous voyez la dualité? Efficace en termes d'écologie. Et en termes de résidents du quartier, ça me plairait bien. On parle de justement la porosité de la haie du verger, comment les plantes sont en train de s'échapper, notamment du verger pour venir par ici et inversement. Ici, ce qui est intéressant, c'est que on est dans un espace qui est de la route là, et pourtant, on regarde un arbre, 2 arbres, 3 arbres, 4 arbres, 5 arbres. Donc toutes ces choses-là s'échappent pas spécialement du verger, mais toutes ces choses-là sont de la nature qui s'échappent et qui vient conquérir des espaces qui ne sont pas supposés. Lui, il est là, il fait un petit tapis. Comme il fait un peu d'ombre, il fait un peu de matière organique, du coup, tu en as d'autres qui radinent et qui profitent de cet espace-là. Et puis, tu as aussi souvent, très souvent, des graminées qui viennent conquérir le béton. On tombe juste les bords. De cette manière-là, ça a l'air entretenu, ça se voit que c'est entretenu. Et c'est une bonne stratégie pour conserver la biodiversité à l'intérieur, conserver tous les refuges, conserver la matière organique qui va se dégrader petit à petit, qui va enrichir cet espace. C'est le bon moment pour parler de ça ou pas? Ouais. Tactiquement, si je veux, je viens, je prends les fleurs et le mec qui est chez lui, tant pis. Il n'a pas ces fleurs-là, mais en même temps, c'est pas à lui, c'est ça? Oui, c'est ça. Trop bien. Je me sens libérée de savoir ça. C'est exactement ça. Ce qui est accessible dans l'espace public, les branches qui dépassent, etc. On peut cueillir les fruits. Simplement qu'il y a un endroit où il y a eu une mutation dans le méristème, le bourgeon qui allonge la plante. Et cette mutation, elle a dit pas de chlorophylle. Et du coup, ça continue à pousser sans chlorophylle, puisqu'après ça se divise. Tu sais, alors c'est des mitoses, c'est un gros mot mitose pour dire que c'est des divisions cellulaires. Mais en fait, c'est comme si tu empilais des Legos sur des Legos, sur des Legos, sur des Legos, sur des Legos, sauf que les Legos, ils sont fabriqués par le métabolisme de la plante, tu vois. Si je fais une analyse génétique ici, et que je fais une analyse génétique là, à cette extrémité-là, non, je ne vais pas avoir la même identité génétique. C'est normal, c'est classique. Cet arbre-là, au bout de cette branche et au bout de la branche qui est là-bas, ils n'ont pas forcément le même patrimoine génétique. On est en limite nord, et là, mon idée pour jouer avec cette question du métissage, de l'hybridation des plantes qui vont passer d'un côté à l'autre de la limite, tout simplement, je me suis dit, ici, on est dans un endroit où on a des traces du bâti ancien. Est-ce que là où vous êtes, vous repérez un petit détail? Alors, à part le toit de tuiles, on voit le toit de tuiles. Ok, c'était ça? Ouais. Et donc ce bâtiment en tuiles, en fait, c'est ce qui reste c'est la Bastide. Donc ça, je peux vous montrer quelques... Donc, sur mon cadastre napoléonien, donc ça, c'est l'ancien bâtiment de la Bastide. Et ça, c'est le bâtiment agricole. Donc c'est les bâtiments en rose. Et donc nous, on est approximativement là. Et donc on les voit. Quand le collège a été construit, ils ont décidé de conserver ces 2 bâtiments. Donc c'est devenu des salles de classe et des bâtiments intégrés au fonctionnement du collège. Donc ça, c'est une photo de la Bastide dans les années 50, je crois. Donc qui est typique de l'architecture bastidaire. On a une grande bâtisse quasiment carrée avec un toit à 4 pentes
Donc là, c'est pour ça que je pense que c'est quand même ça. Avec une belle génoise qui dit la richesse des propriétaires. Vous savez que plus il y a de rangs de tuiles en dessous, ça n'a aucun apport technique, pratique. C'est pour dire on a de l'argent et on peut faire de la déco. Donc ça, c'est aussi un bâtiment 19e qui était là. C'est la petite tourelle un peu arrondie. C'est un pigeonnier, dans un territoire complètement cultivé. Donc là, on était dans la vigne. Et puis il y avait d'autres plantes, des carrés maraîchers, toutes sortes de choses, mais essentiellement de la vigne et des céréales qui étaient cultivées ici dans les années, jusqu'au début du siècle, on va dire, en alternance. C'est ce qu'on appelle les vignes en houlière. Donc il y avait de la vigne, il y avait des fruitiers, et puis il y avait des céréales, des rangs de céréales. Et donc en fait la combinaison, et ça on le retrouve depuis l'Antiquité dans tout le sud-est, la combinaison des trois sur les mêmes terrains, c'était pas comme nous, on a maintenant une vigne, et puis d'autre part un champ de céréales, et puis d'autre part une oliveraie. C'était une vision précoce de la Saint-Tropez, protégée par les statuts de la ville depuis le début du XIIIe siècle. Il y a un statut qui dit, la ville, elle se construit en s'édifiant au pouvoir politique, donc en définissant un mur qui fait le tour et des lois. Et une des lois, c'est de dire que la vigne le raisin produit à Marseille doit être consommé à Marseille. Et c'est seulement s'il n'y en a plus à consommer du Marseillais qu'on a le droit d'importer de l'extérieur. Et donc tout ça, tous ces usages, tous ces droits municipaux vont disparaître. Donc si on associe le développement d'une agriculture plus industrielle, le phylloxéra, la concurrence d'autres vignes, etc., la vigne elle disparaît ici, fin 19e. Et le principe, c'est une personne ferme les yeux, l'autre lui prend la main et l'amène à toucher un élément. On va remonter, je donne les indications à l'ombre, mais on va remonter un petit peu le chemin. Un élément entre l'ombre là-bas et le début du chemin, quoi. On peut se disperser un petit peu. On va le faire avec 2 éléments chacun à toucher. Donc on invite la personne à toucher les yeux fermés. Et ensuite elle écrit un mot qui lui sera venu à partir de cette sensation. C'est tout doux. Oh, mais quelle douceur. Le caillou là-bas, c'est une roche un peu particulière. Si vous l'avez touché, vous avez remarqué que ça se désagrège. C'est rugueux, ça se désagrège. Et en fait, c'est une sorte de cake dans lequel on a des raisins. Et quand tu aimes bien les raisins, tu picores juste les raisins qui se détachent comme les cailloux qui sont dans cette roche-là. Et d'ailleurs, le nom de cette roche, c'est du poudingue. Le poudingue, c'est une roche qui est sédimentaire, qui s'est déposée, on va dire, il y a une grosse dizaine de millions d'années. À l'époque où ici, c'était parcouru par un cours d'eau, qui est maintenant la Durance. Et la Durance, elle arrachait des cailloux sur les montagnes, normal, et elle les roulait jusqu'ici, jusque-là, normal. Et puis par moment, il y avait des phases où il y avait du sédiment, parce que ça passait sur des prairies. À l'époque, elle était moins canalisée, et donc il y avait des crues qui étaient un petit peu plus sauvages, ça passait sur des prairies, ça entraînait des éléments fins. Et tout ce mélange, éléments fins plus cailloux, ça vous a donné le poudingue qui est là, qui s'est bien tassé au fil des quelques millions d'années, et qui est la même roche que vous trouvez en Cros, que vous allez pouvoir trouver un peu de partout. On en a du côté de Cassis aussi. Et de fait, ici on est au sud de la Bastide. On est dans la limite de la Bastide comme une marge. On est dans les espaces marginaux de la Bastide. Et ici, eh bien, dans mes documents anciens, au 19e, mais déjà avant, on est dans l'espace où il y a indiqué Pinède et où la seule activité qui est valable, on ne peut rien cultiver, mais par contre on peut chasser. Ces 2 petits points rouges, c'est les 2 postes à feu, c'est-à-dire les 2 cabanes où les paysans et les propriétaires de la Bastide allaient se planquer des journées entières pour chasser, on disait comme à la pêche, chasser à la gâchon, c'est-à-dire qu'ils se planquaient, ils avaient des appâts pour attirer les oiseaux, en particulier au moment des migrations. Il y avait une autre pratique de chasse qui était, alors on pourrait dire c'est le contraire de cet espace de délaissé, de la marge, de la poudingue, c'est au contraire de l'autre, complètement en haut de la Bastide. C'était une pratique qu'on appelait la pratique de la thèse, je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire que depuis la Bastide, on établissait une allée entièrement arborée avec des arbres qui formaient une charmille qui était donc en haie, et quand on décidait, on mettait de l'eau, donc là, ici à la Bastide des Suards, cette thèse qui est tracée, voilà, c'est celle-ci, donc c'est cette grande allée,
Elle est entre le lavoir et un point d'eau. Donc en fait, il y avait énormément d'eau. Donc de l'eau, plus des arbustes qui étaient choisis avec des espèces variées de façon à avoir des fruits en permanence, étaient des capteurs d'oiseaux. Et donc, à un moment donné, toutes les trois, on partait à la chasse. Et donc, on abattait un grand filet à l'autre bout. Et nos domestiques avançaient en tapant des mains. Et tous les oiseaux se rabattaient dans le filet et on n'avait plus qu'à récupérer. Publié en 1786, il dit « La thèse est une espèce de chasse qui se pratique en Provence pour prendre de petits oiseaux et surtout des bec-figues. » Alors c'est les fauvettes qui portaient ce nom. On forme des haies de fusains et autres arbrisseaux dont le fruit attire les oisillons. On garnit avec un filet très fin un côté de ces haies et on les côtoie doucement en frappant légèrement sur un morceau de bois. Les oiseaux fuient de branche en branche. Lorsqu'ils approchent du filet, on fait plus de bruit pour les déterminer à s'y jeter. Et il y a un autre texte de 1765 qui donne le programme agricole pour faire la thèse. Donc c'est 113 rangs d'arbres à 6 par rangée pour qu'elles soient bien touffues, soit en tout 678 arbres de thèse. À chaque extrémité, ce qu'on appelle une salle verte, c'est-à-dire un espace d'arbres circulaire, donc où il met 30 laurentins pour la première salle verte, de 6 cannes de diamètre, ça c'est la dimension, et 30 filaires pour l'autre. À chaque angle, des arbousiers, et dans l'allée, une alternance savante, fusain, olivier, fusain, noble épite, pételin, c'est le nom des pistachiers térébinthes, 4 frênes dans le fond, et à mi-longueur, 24 tamarins. Donc avec vraiment cette idée du fruit qui va arriver alternativement pour attirer les oiseaux. Mon voisin qu'on a vu tout à l'heure, celui-là, il n'est pas stérile, il est fertile. Et les fleurs du lierre sur la fin de saison, c'est-à-dire vers septembre-octobre, apportent des ressources pour les pollinisateurs. Et en milieu urbain, il n'y en a pas des caisses des ressources. Hein. Donc du coup, le lierre est vraiment à privilégier. Si on fait un trou dans ce mur et qu'on va récupérer du caillou et qu'on sort de la terre, Véronique saurait nous en parler beaucoup mieux que moi, on trouve toute une faune dans ce sol. Alors dans la faune du sol, on pense immédiatement aux vers de terre. Oui, mais pas que. Il y a aussi énormément d'espèces qui sont apparentées à des insectes ou alors apparentées à des acariens. Cette faune-là, en fait, à quoi elle sert? Elle sert à minéraliser la matière organique. Elle sert à faire en sorte que la matière organique soit disponible. Donc cette belle couche de sol, là, cette belle couche de terre, c'est elle qui fait que le verger, il est prospère. Parce que tu as une épaisseur de sol disponible dans laquelle tu as des dynamiques naturelles qui se mettent en place. Et un des enjeux du verger, ça a été de ne pas défoncer ces dynamiques naturelles en apportant des pesticides par exemple, ou en apportant beaucoup trop d'eau ou beaucoup trop d'engrais. Toutes les bastides de Marseille sont cernées par des murs. Donc quand il y a des descriptifs de Marseille, on dit en fait que qu'on serpente entre des murets, on voit pas grand-chose des propriétés, mais on sait que derrière il y a de la vigne, il y a des oliviers, etc. Et donc tous les quartiers périphériques au centre-ville sont comme ça des réseaux de grandes bastides avec des réseaux vières entre les murs. Il y a une grande ouverture magistrale sur le chemin des Cailloles, donc avec un très beau portail en fer forgé, 2 pilastres. En fait, on est dans un ensemble de très grandes propriétés. Donc là, et donc on voit bien, à chaque fois, il y a des murs, des petits chemins, et en fait, on n'était que dans un parcellaire hyper agricole là. Derrière ce mur, comme on s'intéresse à la propriété, on peut faire l'histoire des propriétaires de la bastide d'Essuar-Allemand. Donc ça, c'est l'arbre généalogique de tous les propriétaires. C'est assez rigolo parce qu'en fait, c'est au tout début, les premières traces dans les archives, c'est début 18e. Donc début 18e, ça appartenait à une famille aristocrate de Fuveau, mais qui vend très vite à une famille, donc la famille d'Essuar, enfin Anfou d'abord, puis Anfou il revend à un collègue à lui, qui sont des Marseillais, qui sont des marchands, qui sont des drapiers. Donc ça c'est intéressant parce que la propriété bastidaire, elle est d'abord aristocratique, mais de plus en plus avec l'essor de la bourgeoisie et l'essor de l'activité proto-industrielle, elle devient aussi bourgeoise. Donc c'est une histoire qui est singulière parce qu'elle reste dans la même famille sur quasiment 3 siècles. J'aimais bien qu'on fasse ces 4 haltes parce que je trouve que c'est 4 points avec des relations très différentes au verger. Voilà, merci d'être venu.